Eh bien, bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans Héliocast. Je suis très contente de vous retrouver en octobre, puisque ce soir, nous recevons pas une, mais deux invités, une fois de plus. Nous recevons Zélia et Elena. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ? Super bien. Trop bien. Je suis très contente de vous avoir sur le plateau toutes les deux. La première question, c'est celle que je pose à chaque fois. Est-ce que vous pourriez m'expliquer de la manière la plus simple possible qui vous êtes et ce que vous faites ? Vas-y. Moi, je m'appelle Zélia. Je pense que la manière la plus simple de me définir aujourd'hui, ça pourrait être artisane textile. Ouais. Je dis aujourd'hui parce que j'ai eu plusieurs métiers, plusieurs casquettes, mais l'artisanat textile, c'est ce qui englobe vraiment littéralement tous les différents métiers que j'ai pu faire et qui, assez loin de l'industrie, l'artisanat, pour moi, c'est vraiment tout ce qui va être fait à la main, pièce par pièce. Donc j'ai eu des métiers de costumière, j'ai travaillé en broderie, en couture, j'ai fait pas mal de teinture végétale, de tapisserie, mais à chaque fois, ce qui peut englober tout ça, c'est une manière c'est ouf en vrai. La liste de travailler la fibre textile, voilà, dans son intégralité, donc sous forme de tissu, d'étoffe, de fil de laine, de soie, avec différentes techniques, broderie, peu importe. Et du coup, voilà, donc ça peut concerner tous ces métiers-là, un peu tous en même temps ou les uns après les autres, mais toujours à la main et toujours autour du tissu. Voilà. Et moi, c'est Elena, voilà, parce que je suis souvent à côté de Zélia, mais pas souvent nommée. Enfin, je sais pas, je suis souvent derrière l'appareil photo. Moi, elle t'a nommée tout de suite. Oui. Au premier mail, elle m'a dit « j'ai mon binôme de choc ». Je suis souvent derrière l'appareil photo depuis un an et demi. Enfin, un an, un peu moins, un an. Je passe mon diplôme de designer d'objets à la fin de l'année. Donc, je suis une année avec Zélia en alternance. Et je suis ravie d'être là, d'être avec Zélia. Et ce qui est super fun, c'est qu'on a plein de compétences différentes et qu'on les conjugue ensemble pour faire des super choses et avancer mieux et plus intelligemment. Donc, c'est vraiment chouette. Voilà. Trop bien. Il y a Fantomiette qui me dit tellement fan du travail de Zélia. Et bien maintenant, tu sais qu'avec Zélia, il y a aussi Elena. Je passe des petites images en même temps, comme ça vous permet de voir un petit peu le travail. En plus, j'aime bien parce que tu m'as donné pas mal d'images de justement des moments où c'est en train d'être fait. Et moi, c'est les images que je préfère. C'est des images qu'on a faites avec Elena. Elles sont incroyables, ces images. Ouais. Donc là, on est sur de la petite broderie. Enfin, de la petite d'ailleurs, belle broderie. Cantille. C'est un petit ressort métallique très très fin. On peut utiliser de différentes manières et là j'utilise presque comme une perle, donc je les découpe en tout petits morceaux et je viens les broder un par un pour créer un matirage un peu fouillis. Parce que c'est vrai qu'on se rend presque pas compte, mais quand il y a des zooms, on voit la taille des perles par rapport à la taille de tes mains. Et t'as pas des grosses mains, tu vois. J'ai pas. Donc c'est vraiment pour se rendre compte à quel point, genre, tu as un travail vraiment d'orfèvre et de. On est vraiment sur l'incroyablement petit, quoi. Moi, ça me fascine. Toutes ces pratiques-là que tu as nommées, notamment la broderie, le sashiko, etc. Globalement, le travail artisanal textile, c'est des pratiques qui sont assez anciennes, qui sont un peu délaissées aussi d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous a charmé dans ce côté textile, dans ce côté un peu ancien, et qu'est-ce qui vous a donné envie de les pratiquer ? En vrai, je pense que j'ai pas vraiment intellectualisé cette question. C'est qu'en fait, vraiment, depuis que... Ça fait un peu... mais vraiment, depuis que je suis petite, c'est une matière où on s'est trouvé. J'ai pas forcément... alors, j'ai eu une grand-mère qui tricotait, mais j'ai pas un énorme exemple de quelqu'un que j'aurais vu broder pendant des heures. C'était un truc naturel qui t'a attiré, quoi. Ouais, le matériau s'est vite imposé et en fait, je l'ai un peu suivi, quoi. Dans mon parcours scolaire, j'ai pas trop fait d'aller-retour, assez rapidement je suis allée là-dedans et j'ai l'impression qu'en fait c'est plutôt l'inverse. Dès que j'ai essayé consciemment de m'éloigner de ce type de métier, j'y suis revenue, quoi. Donc du coup je sais pas si c'est vraiment que c'était un choix. Signe. Mais il y a un truc, en fait, tu parlais beaucoup de patience et du temps que ça prend. Et moi, c'est vraiment une nécessité. À un moment, je pense que mon corps a crié, genre, faut que tu trouves un truc que tu vas faire qui est assez lent et qui va arrêter, qui fait que tu cours partout parce que c'est trop. Et du coup, en fait, au-delà de l'amour que je peux avoir pour la fibre, pour ce métier, pour que tout ce que ça m'apporte, je pense que vraiment les allergies, on se sait. Mais non, il y a vraiment le côté très, très long que ça prend qui, en fait, est presque vital pour moi d'arriver à trouver un moment où... ça te pose et en fait tu... c'est le moment. Alors elle écoute toute la journée, donc elle le sait. Je suis vraiment une mouche dans une boîte à chaussures en permanence. Et en fait, les seuls moments où je me tais et où je bouge plus, c'est quand je suis derrière le métier et que je fais... c'est vraiment de l'hyper-focus, quoi. Ouais. Et là, j'y suis vraiment beaucoup.
Donc en fait, je suis arrivée à avoir plein de valeurs et d'éthiques liées à ce métier, mais qui sont arrivées plus par nécessité que par choix. Et puis, comme la vie est bien faite, c'est des choses qui sont en cohérence avec ma manière de faire, de penser. Donc, puis je pense que plus tu te plonges dedans, plus effectivement, en fait, c'est un peu pareil pour le design, c'est-à-dire que j'ai toujours une accroche qui vient honnêtement, je ne sais absolument pas d'où. Et c'est un peu pareil j'ai appris en fait au fur et à mesure voir un peu d'où ça venait, etc. Mais c'est pas venu tout de suite. Et en fait, t'as des choses qui viennent naturellement. Donc ouais, je me reconnais pas mal dans ce que tu dis, même si moi c'est pas un truc qui me pose, mais faut que je trouve une activité qui me pose. Bah bien essayer. Mais en vrai, je devrais. Écoute, je devrais. Et du coup, toi, ça arrivait comment? Eh bien, moi j'ai des parents restaurateurs, donc qui étaient pas là le soir. Et j'avais des nounous, et donc le soir, avec les nounous, on faisait des activités plastiques. Donc on avait les livres qu'on trouvait à l'époque chez Lidl ou chez Leclerc, avec les activités à faire avec les boîtes d'œufs, enfin tout ça. Et ça a commencé comme ça. Ensuite, je suis partie en menuiserie. Ouais, merci. C'est cool ça. Je dis merci maman, parce que c'est elle qui nous trouvait les activités à faire le soir. Donc déjà là, j'avais une âme d'artiste, comme mes parents l'appelaient. Et en fait, après, je suis partie dans la menuiserie parce que j'ai toujours aimé avoir un rapport à la matière. Et surtout, ça, c'est aussi mes parents m'ont beaucoup inculqué que pour créer, il fallait aussi comprendre comment on le faisait. Et donc, avant d'être forcément au-dessus et d'imposer les choses, il fallait aussi savoir comment elles étaient faites. Donc j'ai commencé un parcours en menuiserie qui n'a pas du tout fonctionné parce que j'ai très très peur des machines. Voilà. Donc après je suis partie dans le design d'architecture au début et d'objets. Ça allait pas, il manquait encore quelque chose, donc je suis partie dans l'objet, j'ai réduit l'échelle encore. Et ensuite je suis arrivée dans l'objet et il manquait une matière, quelque chose de souple, quelque chose de... Enfin, j'ai toujours aimé la mode, j'ai toujours aimé la beauté des métiers d'art textile, justement, jusqu'à ce que je doive faire un stage et que je me motive à sortir des clous de la formation dans laquelle j'étais, à me battre pour trouver un stage, et donc à monter la pente de la Croix-Rousse. Tu l'as harcelée? Je suis passée 2 fois. J'étais pas là. La première, t'étais pas là. La deuxième, je me suis dit, allez, je retente. Et je suis pas tombée au bon moment parce que Zélia avait un rendu à ce moment-là. Donc, oui, bonjour, en fait, je me présente, je m'appelle Elena, je cherche un stage. Ce moment toujours terrible. Toi, t'es là, genre, s'il vous plaît. Je suis passée par là, donc je sais. Ouais. Et Zélia me dit, oui, j'ai vu le mail, j'ai pas eu le temps. Tu me fais pas. Non, mais ça sentait juste moi. Une personne détestable. Non. Loin de là, mais je me suis dit, oh là là, je suis pas passée au bon moment parce qu'en plus, je trouvais pas de numéro de téléphone, donc je pouvais pas dire bonjour, est-ce que je peux passer. Enfin, tu sais, on sait jamais s'il faut qu'on passe à l'improviste ou s'il faut qu'on appelle. Ne faites pas ça. Genre juste... Chez moi, c'est pas à l'improviste. Et en fait. T'es dans une situation, tu te dis, si je passe pas, personne ne va me répondre parce qu'il n'y a pas de numéro. Et en même temps, il n'y a pas de numéro, donc je vais passer. Je sais pas à quel moment je vais arriver. Donc j'ai dit, tant pis, écoute, foutu pour foutu. Enfin, en fait, si c'est non, ça changera pas parce que j'ai toqué. Donc j'y suis allée, j'ai toqué. J'aime bien cette méthode de faire. C'est pour ça que ça a marché aussi. Et puis en fait, je suis partie là en me disant, bon, oh là là, j'ai pas fait le bon move. Et en fait, 2 heures après, j'avais un super mail qui me disait, on se rencontre. Enfin voilà, et c'est de là que tout est parti. On ne s'est plus jamais quitté. Ouais, voilà. Et depuis, c'est beau. La légèreté de la broderie est là tous les jours. C'est chouette. Donc non, c'est voilà. Il y a School Bass qui demande où est-ce que tu as fait ta formation de design produit. Alors elle a un petit peu décousu. J'ai fait une année en DSA à la Martinière d'Hydro en produits et usages et services. Qui n'a pas forcément été ce que je pensais. Et en fait, maintenant, je suis à l'ESSAD à Saint-Étienne, à la Cité du Design, voilà. Et c'est beaucoup plus... c'est une branche qui est plus... le DNSEP, c'est sur l'expression plastique, donc c'est un petit peu plus ouvert. Il y a plus que toi, tu cherches. Voilà, il n'y a pas de section textile, mais je fais du textile quand j'ai envie, quoi. Enfin, je l'apporte où je veux. Enfin, voilà, on est vraiment libre de faire ce qu'on veut. Et ça, c'est vraiment... Ouais, ça, c'est très, très chouette. Donc, on va revenir un tout petit peu en arrière pour toi, parce que du coup, j'ai bien évidemment fait mes recherches, j'ai lu des interviews, j'ai écouté les podcasts auxquels tu as participé, et du coup, j'ai vu que tu as fait plusieurs années d'études avant d'entrer à l'Opéra de Bordeaux, puis ensuite à l'Opéra de Lyon. C'est ça. C'était comment de travailler pour des grosses machines comme des opéras? Enfin, j'imagine que le rythme n'est pas du tout celui que tu as aujourd'hui.
Pas forcément. Parce que vraiment, c'est un peu intense, surtout depuis qu'Elena est là, parce que du coup, on est 2 à enclencher des projets plutôt qu'une ou une demi. Donc du coup, là, en ce moment, le rythme, il est assez intense. En fait, c'est marrant cette question parce que moi j'ai beaucoup évolué dans le milieu du costume vivant pendant une dizaine d'années et du coup et en fait c'est fou parce que c'est un monde qui draine énormément de monde, les intermittents du spectacle, et en fait la plupart des gens ne savent pas du tout comment ça fonctionne. C'est un peu pour ça que je te pose la question parce que j'aime bien qu'on ait les petits... En fait, souvent les gens en plus sont hyper intéressés parce que c'est vraiment les coulisses. Alors, il y a tellement de choses à montrer et c'est malheureusement encore ce que je déteste dire, mais des métiers de l'ombre, alors que au secours, parce que s'il y en a plein dans la lumière, c'est que derrière ça bosse. Coucou ceux qui sont ma team sûre. Mais du coup non, faut imaginer que le rythme, en tout cas dans les grosses maisons comme des opéras, des théâtres, avec des équipes fixes, c'est-à-dire qui ne travaillent pas uniquement avec des intermittents du spectacle, mais qui ont à l'année des costumiers, des costumières qui sont là. C'est à l'Opéra de Lyon par exemple, à l'Opéra de Bordeaux l'équipe est plus petite, mais à Lyon c'est une quinzaine de personnes je crois qui sont là à l'année. Donc ça comprend des gens qui travaillent aux chaussures, à la coupe, aux costumes, les habilleuses, Et du coup alors c'est ce que je t'entendais dire, t'es un petit peu toujours au même poste? Alors, ça c'est pareil, en fait ça dépend vraiment des maisons. Juste pour terminer sur le rythme, en fait, il faut imaginer qu'on n'est pas avec des saisons comme dans la haute couture par exemple, mais en fait il faut imaginer que la haute couture va avoir 4 gros points par an, là où le costume va avoir, à chaque fois qu'il y a une production, il y a une énorme programmation. Donc si sur une grosse programmation comme l'Opéra de Lyon, on a, je sais pas moi, une dizaine de spectacles par an, nous ça va être autant de moments de vue. Donc à plus ou moins grosse échelle, mais des fois quand c'est des productions avec, je sais pas moi, 100 personnes sur scène, entre les chanteurs, les figurants, et que chacun a 4 costumes, il faut sortir 500 costumes. Mais dans l'année, il y a d'autres spectacles. Donc souvent, les équipes sont gonflées avec des intermittents et tout, donc c'est beaucoup de taf. Et du coup, on peut avoir l'opportunité, selon les productions et puis la flexibilité des équipes et des directions, pouvoir bouger un peu. Et du coup, l'avantage de mes 10 années à l'Opéra de Lyon, c'est que j'ai pu essayer plein de choses. J'ai pu essayer de la teinture, de la patine, peut-être ça parlera à personne, mais des matières comme le plastazote pour faire des costumes en gros volume. Jamais entendu parler. C'est un plastique? C'est une matière assez folle. Non, en fait, ça ressemble vraiment au tapis de sol quand on fait du camping, cette espèce de mousse un peu qui a un genre de mémoire de forme, mais qui peut s'arracher à l'ongle, et en fait on peut l'acheter de tailles différentes. Ça se découpe au cutter comme du beurre, ça se colle avec de la néoprène, et en fait on peut faire toutes les formes qu'on veut. Donc on peut faire des costumes de 5 mètres cubes qui vont peser moins d'1 kilo, et en fait quand tu l'écrases ça revient. C'est très facile à réparer, ça se scotche, ça se colle. C'est trop bien. Il y en a qui ont des revêtements qui peuvent se coudre, on peut faire des trucs incroyables. Et vraiment on pourrait faire qu'une émission autour du costume et tout ça, parce qu'il y a des trucs fous. J'espère. Mais du coup c'était une très bonne école de connaissances textiles, des matières, des volumes, des formes, des corps aussi, parce qu'on travaille quand même à partir sur des corps. quelqu'un. Donc c'est particulier aussi, parce que ça induit plein de choses plein de problématiques qu'on peut ne pas avoir quand on travaille uniquement la surface ou autre chose. Oui, c'est vrai que la notion du corps, en fait, déjà chaque corps va être différent, et en plus, personne n'est vraiment foutu pareil, donc t'as un peu ce truc d'adaptabilité qui doit être assez beau, mine de rien, dans le processus. Le cahier des charges, il est fou, parce que tu peux travailler le lundi pour une Castafiore de 140 kilos qui doit être maintenue et puis chanter, avoir son coffre, mais en même temps à un moment elle se roule par terre ou elle monte à une échelle, et puis le lendemain il faut travailler pour un ballet contemporain où il va y avoir 4 grands écarts, il faut que ce soit fluide, mais en même temps la personne doit être à moitié nue. Mais c'est ouf en vrai la capacité d'adaptation en fait, et de switch que t'as, fameux switch. Mais c'est assez ouf quand il pense. Mais ce métier, il est dingue. Franchement, j'aimerais qu'il soit mieux représenté, mieux payé aussi, mieux reconnu, parce que ça demande vraiment une flexibilité, une disponibilité folle, et il faut s'adapter tout le temps à des nouvelles machines, des nouvelles matières. Il faut tout le temps réfléchir. C'est un métier incroyable. Ah non, franchement, j'aimerais bien faire un jour justement une émission vraiment full sur le costumier, costumière, parce que pareil, c'est un truc. Là, j'ai du monde. Je trouve ça avec grand plaisir. Et il y a plein de métiers différents dans le costume. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est que des trucs où nous, on met le gros mot costumier derrière, mais en fait, t'as des gens pour chaque truc. Puis selon la demande aussi, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Donc c'est un truc qui m'attire bien. Donc je pense qu'on fera une émission là-dessus. Et vous êtes combien en moyenne à travailler sur un costume ?
Eh ben, ça dépend. Ça, c'est vraiment la question à laquelle il n'y a pas vraiment de réponse. Il y a des costumes, des fois, il faut sortir, je sais pas moi, 20 jupes dans la journée et on s'y met à 3 ou 4 parce que c'est 2 petites coutures sur le côté. Et à la fois, ça m'est déjà arrivé de travailler sur des vrais costumes historiques où là, on repart comme à l'ancienne. On a le corset, le jupon, la crinoline, la totale. Et là, j'ai pu passer, je sais pas, 2 mois toute seule sur un costume. Et en fait, 3 jours avant la première, on nous dit, elle est en vert, mais en fait, il nous faut la même en bleu pour dans 3 jours. Et là, j'ai fait toute seule en 2 mois, finalement, à 6, on arrive à la sortir en 2 jours. Wow. Donc il y a toujours, il n'y a pas vraiment de vraie réponse. C'est ultra frustrant en vrai ça. Bah non, parce que en fait, ça fait partie aussi du métier de costume. Moi, ce que j'adorais, c'était l'adrénaline. C'était vraiment la dernière semaine avant les pièces où on commence à faire des heures sup, où ça devenait un peu n'importe quoi, où on se retrouvait avant que ça parte au plateau à 6 en train de faire un ourlet. Enfin, j'ai des photos où vraiment, on se prenait 10 cm chacune et on faisait, en fait, ça devait être des moments à la fois chouettes. Enfin, en fait, c'est vrai que je suis un peu comme toi, les moments d'adrénaline, c'est... S'il y a que ça, c'est non. Mais de temps en temps, ça met un petit truc qui fait que ça te change un peu le mood général. En fait, donc, ouais, c'est ça en fait. T'as un truc. En fait, c'est un vrai truc de team building gratos quoi. Et après, t'es dans des moments, des fois un peu dans les coulisses ou quoi, à terminer des trucs, à raccrocher des petites épingles. Enfin, il y a un côté un peu dans le speed qui fait vraiment partie du job que j'ai un peu moins maintenant ou d'autres manières parce que j'ai quand même des coups de speed. Mais non, c'était des bons souvenirs, ouais. On avait commencé d'en discuter juste avant qu'on lance l'émission, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de métier d'art, on nous dit souvent que ça se passe à Paris. Enfin voilà, c'est vraiment, il y a le vivier à Paris parce qu'il y a les maisons de luxe, etc. Comment toi t'as fait pour continuer, parce que du coup tu viens de Paris, mais on s'est fait attaquer par le plafond. Comment t'as fait toi, du coup, pour continuer à travailler du coup la broderie d'art et tous ces métiers-là à Lyon? C'est une super bonne question et en fait je vais un peu emprunter, j'ai écouté il n'y a pas longtemps l'émission d'ici où Justine est venue, de Nebia Studio, qui est super d'ailleurs, coucou Justine. C'est un petit ouais, elle est vraiment super. Et en fait elle parlait du réseau qu'on se fait un petit peu tout au long de sa vie, et moi il y a finalement peu de gens dans mon travail de brodeuse d'aujourd'hui ou d'artisane tel que je le définirais aujourd'hui qui sont arrivés un peu de manière aléatoire ces dernières années. En fait, le réseau que j'ai aujourd'hui, souvent, il découle de rencontres que j'ai faites plus tôt dans d'autres expériences professionnelles. Je suis encore en contact avec des profs que j'avais quand j'étais à l'école du Perret. Je suis en contact avec des gens que j'ai croisés sur des missions que j'ai faites un peu à droite à gauche. Mais en vrai, c'est beaucoup le bouche à oreille. J'ai jamais encore à proprement parler, parce que c'est une partie de mon travail que jusqu'ici, je n'ai pas encore beaucoup développé, mais pour la suite, de développer mon propre travail et mes propres pièces pour sortir un petit peu de la commande et puis assumer un peu de présenter la mon posture, propre travail. Ce qui n'est pas simple du tout pour moi, donc ça a pris son temps. Je comprends. J'ai discuté avec une artiste qui est un peu dans ce même truc en ce moment et c'est assez... Je peux lui prêter Elena, mais je la récupère après. Si ça peut l'aider à démarrer. Mais non, je me suis un petit peu perdue dans ce que je disais, sans grande surprise. Mais non, je crois que oui, c'est beaucoup des rencontres que j'ai faites avant. Et en fait, je sais pas, c'est des gens qui se suivent et c'est vraiment ce que Justine avait dit. Elle avait dit, mais en fait, si j'avais pas changé de métier pour faire de la fleur, mais que j'avais ouvert un resto, je pense que mes potes seraient venus manger. Il y a un peu ce truc de, en fait, les gens qui m'ont donné de la confiance et qui m'ont dit de faire les choses. Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça. Et moi, jusque-là, mon parcours, je pense que moi, j'ai encore la sensation de ne faire que démarrer mon travail dans la broderie. C'est peut-être des problèmes de légitimité mélangés avec plein d'autres choses. Donc, j'ai l'impression que je suis au début de tout ça. Mais qu'à la fois, je ne suis pas encore dans ce que je pense être le schéma classique d'une brodeuse d'art. Donc j'ai l'impression que moi, j'y arrive un peu. J'ai toujours la sensation de passer par les petites fenêtres. Donc je le fais tranquillement. Si ça peut m'aider à ne pas avoir un sentiment d'imposteur, ça me va. Parce que ça me freinerait trop vite. Donc... Non, mais c'est assez intéressant du coup, parce que c'est vrai que effectivement, on en avait parlé avec Justine, et en vrai, tu as vraiment ce côté de la force du réseau où des fois on sous-estime un petit peu. Et c'est vrai que des fois, ça met du temps. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais moi, mon réseau, ils font jamais appel à moi. Mais en fait, je pense que c'est aussi une question de temps. Ça dépend de ce que tu fais. Mais en plus, toi, tu es dans un milieu aussi où il y a beaucoup d'autres créateurs. C'est vrai que sur Lyon, c'est l'avantage de Lyon aussi, c'est qu'en fait, on est beaucoup de créateurs. Dès que tu fais des événements, tu en rencontres plein. Moi, là, rien que du coup, c'est ce que je t'avais dit. Moi, j'avais connu ton travail au moment de la Team Etsy, donc aujourd'hui, les mains.
J'ai l'impression qu'on parle du Nico. Ouais, non mais c'était pas si vieux. Non, mais c'est vrai que la mais c'est vrai que maintenant, après, ça a tellement, changé de nom, ça a bougé très vite. Ça a bien évolué. Myrtille a fait. Je sais pas si tu la connais, mais. Oui, bah ouais, on travaille souvent ensemble, mais. C'est un truc super. Mais du coup, ouais, je trouve ça assez chouette à quel point on a quand même un milieu qui est assez petit et du coup, on arrive facilement à se rencontrer les uns les autres, voir le travail des autres. Et je trouve qu'à Lyon, il y a aussi cette facilité à justement aller visiter les ateliers. Et ça, c'est un truc qui est quand même hyper bien. Enfin, je trouve ça chouette de pouvoir aller visiter les ateliers des gens et de poser tes questions. Et bah, tu vois, un peu comme toi, tu l'as fait, t'es arrivé. Prenez-moi, tu vois. T'as ce truc-là qui est quand même très, très chouette. Donc, Valentin qui dit Lyon, la ville de troubadours. J'ai fait une terminale L, ouais, et j'avais des ATBA, si ça peut rassurer certainement. Moi, j'en avais une fausse parce que mes parents n'ont jamais voulu. Mais moi, donc c'était encore pire. Adrien dit moi aussi, t'avais une ATBA. Ouais, j'en avais une. Il y avait un grelot au bout. Oh, pourquoi je fais ça? On pouvait être repérés. On veut les photos. On veut les photos. Il y en a beaucoup des photos. Il y a Fantomiette qui dit bien d'accord, pas déçu d'être à Lyon pour se faire du réseau. Ouais. Non, clairement, c'est très très chouette. Donc c'est vrai que du coup, c'est bien parce que souvent on montre que voilà, tout se passe à Paris et t'es un peu la preuve que. Mais surtout, non. après, nous on est sur Croix-Rousse, mais du moment où t'es, on va dire, sur la presqu'île, on va parler de ce qu'on connaît. Je pense que ça peut se faire aussi en dehors de la presqu'île. Ouais. En fait, tu te balades dans les rues et t'as plein de petits ateliers, t'as plein de. Alors, il y a des gens qui aiment pas du tout recevoir du public, mais. Il y a aussi, je pense que quand on a envie de découvrir et qu'on est bienveillant et qu'on arrive avec de la politesse, moi j'ai rarement vu des portes se fermer quand on arrive avec un bonjour et un sourire. Vraiment, elle a tout dit. Le fait de rencontrer des gens aussi pour leur dire mais qu'est-ce que vous faites, vous pourriez m'expliquer ce que vous faites, que ce soit même des anciens imprimeurs avec il y a tout en fait à Lyon. Ouais, il y a vraiment même beaucoup dans le de choses. Tu vas te promener et tu passes des portes, tu toques et en fait tu peux rencontrer vraiment aussi beaucoup de monde, des gens alors qu'on plus ou moins le temps, mais il y a des gens qui sont ravis de parler de ce qu'ils font parce qu'en fait ils n'ont pas du tout l'occasion d'en parler. Ils ont des clients mais c'est pas forcément un rapport qu'ils ont souvent et je pense que en fait tu prends du temps pour eux aussi quand tu leur poses des questions. Je pense que ça te fait plaisir en fait parce que tu as vraiment cette notion là de on s'intéresse vraiment à ton travail. Et pour aucune autre raison que la curiosité et le côté passion. C'est ça. Et en plus, c'est ça, c'est que la plupart du temps, un, c'est ta passion, et deux, quand t'es créa et que t'es tout seul, t'es souvent tout seul dans ton atelier en vrai. Et il y a très peu de gens qui s'intéressent à vraiment ton travail derrière ça. Quoi. Et c'est dommage d'attendre les GEMA en fait pour ça presque. Parce que c'est comme si il y avait un jour dans l'année où on avait le droit. Enfin, même si après c'est les GEMA, est-ce que tu peux expliquer pour C'est les journées européennes des métiers d'art. Ouais, je crois que c'est ça. Et où souvent c'est dans des journées du patrimoine un peu. Voilà, c'est ça. C'est des journées où c'est peut-être même sur un week-end où les portes des ateliers qui participent s'ouvrent et des fois il y a des activités. Je crois qu'à Lyon il y a souvent des petits marchés qui se créent avec des activités. Alors ça dépend, ça bouge. Il y a des petits ateliers aussi des fois. Voilà. Et c'est assez cool parce que ça permet même aux enfants en fait de venir voir. Enfin, Zélia elle dit toujours qu'elle a un atelier sur rue pour que les gens du quartier puissent voir ce que c'est un geste. Donc si vous voulez passer une petite tête... on va quand même mettre un petit truc. En fait, moi je suis vraiment d'accord avec Elena. En fait, je pense que je suis vraiment à mi-chemin entre le ne toquez pas et toquer. C'est qu'en fait, il y a vraiment... en fait, moi je vois les gens du quartier s'arrêter. Je vois aussi les gamins du quartier... Ça arrive vite. Allez, les grosses marques de main. On a des chiens et les chiens font le job de mettre des traces de l'autre côté. J'ai vu d'ailleurs ce petit chien absolument incroyable. Je crois que je l'ai mis en photo à un moment. Ça sera sur la fin, mais... Parce que j'ai acheté le même qu'elle. Ah, alors je ne sais pas. Vous êtes toutes les deux? Oui, c'est la sienne. Incroyable. Le chien est absolument magnifique. Des Shetland. En fait, vous le verrez à un moment. Elle est venue en stage chez moi l'année dernière avec son chien. Et quand elle est partie, j'ai dit... Il y a un manque. C'est pas Elena le manque, c'est le chien. J'ai embauché Elena et j'ai acheté le même chien. Et le chien, en fait. Elle a embauché les deux. Oh, Sur notre travail, il y a les deux. Donc maintenant, nous sommes 4 à l'atelier. Nous deux et nos chiennes. Et c'est très drôle. Et non, tout ça pour dire que... non, en fait, j'aime donner à voir ces gestes que moi j'ai appris, que j'ai trouvé magnifiques, que je peux regarder. Alors il y en a que ça stresse peut-être de me voir travailler pendant des heures sur des petits trucs. Moi vraiment, si je pouvais avoir ça comme fond d'écran, je serais débile. Je pense que je me retrouverais comme ça devant ma télé. Guy Jaune le disait très bien, il parlait d'ASMR visuel. Et moi en fait, quand je regarde ton travail, c'est exactement ça. Ah mais moi la poterie, là, les nanas qui font la poterie. Tous les trucs faits main, en fait, moi je suis devant. Je regarde, je me dis,
Je ne sais pas faire, ça me passionne. Et en fait, c'est génial parce que moi, je vois des gens passer et vraiment, je les vois bugger. Et des fois, je sais pas, 5 minutes après, ils sont encore là, la bouche ouverte. La petite filet. Et en fait, moi, je trouve ça bien de donner à voir ce truc-là. Après, moi, j'ai quand même une manière de travailler qui est très solitaire. Et souvent, quand j'arrive à l'atelier, j'ai un peu ma bulle. Donc, genre, par exemple, je suis très tatillonne sur les horaires. C'est pas avant l'heure parce qu'en fait, avant 9h, moi, je sais que j'ai mon tunnel de solitude, je fais mon truc. Et en fait, après l'heure, moi, je suis disponible pour toi. Donc, pourquoi n'es-tu pas là? Un peu pareil, ça me fait plaisir que tu dises ça. Un petit peu pénible avec tout ça. Et toi, ça te dérange pas qu'on te regarde travailler? Alors, ça ne me dérange pas qu'on me regarde travailler, pas du tout, parce que c'est un parti pris. Enfin, je savais. En fait, avant de prendre mon atelier, je travaillais au Textile Lab. J'ai été 2 fois dans une place près de la vitrine. Du coup, j'ai pu tester ce truc des gens qui s'arrêtent, qui regardent. Au début, c'était un peu gênant, et après, je me suis dit, mais en fait, déjà, je travaille seule, donc j'ai l'impression de générer une petite étoile dans l'œil de quelqu'un. C'est peut-être hyper prétentieux, mais tant pis, ça me fait plaisir, et puis ça dérangeait pas les gens, donc voilà. Et du coup, et en fait, je me suis dit, non, mais en fait, quand on a cherché un local avec ma coloc de l'époque, moi, tout de suite, j'ai dit « Ah non, mais c'est même pas une question, j'ai envie d'être sur la rue. » Mais par contre, ça ne me dérange pas qu'on colle son nez à la vitre. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des gens qui rentrent sans toquer. Et en fait, du coup, c'est une il y a un minimum de politesse à avoir. C'est mal. Donc, quelqu'un qui toque à la porte, je me déplace. Si je peux pas, souvent, je donne des formations. Donc, j'ai très souvent des élèves à qui je dédie tout mon temps. Et je vais pas faire de la pédagogie ou raconter ma vie à quelqu'un sur le trottoir alors que des gens m'attendent. Et voilà. Donc, du coup, j'aime bien quand même ce côté de je prends rendez-vous, j'envoie un mail avant. Moi, des fois, je dis en fait, je suis pas du tout disponible en même temps, mais je peux répondre par. Disons que je suis peut-être plus à l'aise à l'écrit que de but en blanc comme ça avec quelqu'un qui. Donc voilà. Mais non, je comprends. Par exemple, elle a quand même bien fait de taper à la porte parce que des fois, ça découle sur la belle histoire. Oui, mais je suis arrivée, j'ai toqué, je suis pas rentrée, j'ai dit oui, bonjour, excusez-moi. Non, vraiment, personne ne peut prendre plus de pincettes que les pincettes qu'elle a prises. Je sais, je passe en improviste. Et du coup, ça rebondit sur une question que je voulais te poser, donc c'est parfait. Tu parlais notamment des stages, des formations du coup, que tu donnes. Donc il y a de l'initiation à la broderie, au crochet de Lunéville. Tu fais au sashiko aussi. Oui. Tufting, si je ne dis pas de bêtises. Donc quand même beaucoup de choses qui sont quand même très très chouettes. Est-ce que toi, transmettre ton savoir-faire, ça a tout de suite été dans une idée que tu voulais faire? Alors il y a un vrai truc, si je remonte même à loin avec le... Alors, je ne peux pas dire la transmission, parce que quand on passe le BAFA, on ne transmet pas forcément, à part des jeux très drôles. Mais je crois que j'ai quand même un peu, si je remonte, eu plaisir à partager des choses, être avec des gens et à driver quelque chose, parce que je suis très... comment dire ça? J'aime bien que les choses soient faites à ma manière. Et souvent, je me rends compte que quand je regarde mon histoire avec du recul, les fois où j'ai été inconfortable dans un travail ou dans des situations, c'est que j'étais obligée de rentrer dans un moule qui n'était pas le mien. Et il n'y a rien de plus intrinsèquement douloureux pour moi que de suivre la logique de quelqu'un d'autre. Donc en fait, j'ai l'impression que ce soit le fait de donner des formations et de transmettre mon savoir-faire ou de monter mon propre atelier avec ma propre déco, avec ma propre manière de faire, j'ai l'impression que c'est ça qui guide beaucoup. Et en fait, il y a plein de fois où je me disais en regardant, parce que moi je suis très... j'essaie d'enlever ce trait de mon caractère, mais j'y arrive pas trop. Je regarde beaucoup ce qu'il y a dans l'assiette des autres. Et je me compare énormément. C'est quelque chose d'assez nul, mais finalement c'est un bon moteur pour moi. C'est qu'en fait, plutôt que ça me terrasse complètement, je me dis... Putain, faut que je fasse mieux. Donc il y a un peu ce truc, c'est un peu nul, je pense. Mais si ça t'aide à aller plus loin aussi, faut voir aussi le positif du truc. C'est un sentiment qui est pas génial à la base, tu vois. Mais à la fois, pendant longtemps, je regardais en me disant je suis nulle, et en fait, à un moment, je me suis dit j'ai envie d'être cette personne dont j'aurais pu être jalouse si j'avais pas été. Oh, c'est immense. Mais non, mais moi, justement, je suis contente parce que, en fait, c'est hyper honnête de le dire, et moi, j'ai un peu ce truc parfois où je me dis, en fait, je vois ce truc, et plutôt que de me dire. En fait non, je continue de me dire c'est trop bien et j'y arriverai jamais. Mais en fait moi c'est un moteur pour en fait non, tu sais quoi, vas-y. Et c'est pas pour moi c'est pas malsain du tout, tu vois, c'est juste te dire en fait t'as envie et tu testes et au pire ça fonctionne pas et au pire tu y arrives et tu découvres un nouveau truc, tu apprends un nouveau truc. J'ai mis très longtemps avant de comprendre que le fait d'être paralysée par la peur de pas faire aussi bien que quelqu'un que j'admirais allait faire que j'allais la photo du petit chien. Tellement c'est vraiment ce chien bref. C'est la chaîne d'Elena. Mais j'ai complètement perdu. Désolée, c'est moi, j'ai coupé. Pour une brodeuse, perdre le fil. Oh, waouh. Elle est belle. Attends, qu'est-ce que je racontais ? Tu disais que tu as mis longtemps à te rendre compte que c'était pas forcément malsain. Oui, mais pourquoi je parlais de ça ? Parce que je t'avais demandé par rapport à la transmission. Oui. Non, et puis en fait, assez rapidement, il y avait plein de gens où je regardais et je me disais, mais c'est pas comme ça qu'on fait.
Genre, moi, je suis allée à l'école et en fait, j'ai souffert des années d'études avec des profs qui étaient hyper comme ça et qu'en fait, ils me disaient, c'est pas comme ça qu'on fait. Si tu veux faire les choses bien, tu les fais, tu les défais, tu les refais. Et je pense que, bon, ça c'est pareil, on pourrait passer des heures et des heures dessus, mais les réseaux sociaux donnent de la lumière à absolument tout. C'est comme si moi, demain, je me mets à tester la mosaïque, je vais faire des trucs horribles, mais si je fais une jolie vidéo, tout le monde va dire, ah putain, c'est la star de la mosaïque. Alors que je l'ai fait avec de la colle UU, tu vois. Enfin, je pourrais faire n'importe quoi, mais que des gens trouvent ça absolument génial. En fait, du moment que tu le mets un peu bien en valeur, hop. C'est le storytelling qui marche en fait. C'est pas oui, mais du coup, quid des gens qui font des études et qui font des trucs hyper poussés, et puis faire des études, des fois, c'est un... Enfin, là, par exemple, je reviens d'une semaine, que dis-je, d'un mois de formation intense aux ateliers Le Sage à Paris, qui sont des énormes ateliers de broderie hyper exigeants, hyper intenses, et des formations qui coûtent cher, qui prennent beaucoup d'énergie. J'ai fait que ça, j'ai pas pu avancer du tout sur tout le reste. Aller suivre un stage là-bas, c'est un renoncement. C'est-à-dire que moi, j'essaie de me dire, maintenant que j'ai un peu une communauté, que je transmets des choses aux gens, j'ai envie de le faire de la meilleure manière possible. Je peux pas niaiser, quoi. Je peux pas, genre, faire une broderie viteuf, la prendre en photo dans le bon angle, et puis en fait, ça tient pas, mais on s'en fiche. Du coup, il y a un peu ce truc mais plutôt que de critiquer que les gens font pas comme je pense que ça devrait au minimum être fait pour suivre un genre de tradition, parce que c'est quand même des métiers. Il faut pas qu'ils se perdent, mais il faut pas non plus les transmettre n'importe comment. C'est que si on veut faire perdurer la broderie, mais qu'on l'apprend uniquement sur un tuto dans un kit à 2 balles, on ne transmet pas la broderie, on transmet une image ou un truc. Donc je me suis dit, en fait... je ne suis pas sûre que j'y ai réfléchi à ce point-là, mais j'ai l'impression que la résultante maintenant, c'est que soit on a le temps de faire un an de CAP en tant qu'adulte, soit on a le budget de s'arrêter de travailler un mois, de partir chez Le Sage, mais l'espèce d'entre-deux, j'ai envie quand même de démarrer avec les bonnes bases. Je ne vais pas en faire mon métier, donc je ne vais pas casser complètement tout mon PEL. L'idée, c'est de proposer un entre-deux pour les gens curieux. Si vous avez vraiment envie de vous lancer d'une manière hyper professionnelle, Le Sage sera plus adapté que les stages que je vais proposer. Mais c'est une alternative qui est complètement accessible pour les grands débutants. Parce que l'avantage, c'est que moi, je ne suis pas une multinationale. Enfin, du coup, c'est que je prends 3 personnes maximum en broderie, 2 personnes maximum en tufting. Parce que j'ai déjà fait avec plus de gens. Si je fais avec plus de gens, en fait, je tourne en permanence sans avoir le temps de souffler. Donc, j'ai réduit d'une personne pour chaque. Et l'idée, c'est de proposer le bon matériel, le bon espace, le bon usage, la bonne lumière, les bonnes manières de faire, dans un temps qui est... Une semaine avant, je proposais des choses plus courtes, mais c'était trop court, donc on restait trop en surface. Donc je sais qu'une semaine, c'est long. Je sais aussi que c'est de l'argent. Je sais qu'il faut être disponible pour ça. Mais c'est pour moi le minimum que je puisse... C'est l'espèce de bon rapport... temps et... investissement et transmission et savoir-faire. J'essaie vraiment de le faire de la meilleure manière que je peux. Du coup, pendant longtemps, je proposais des formats très courts de quelques heures, puis après d'une demi-journée, puis d'une journée. Et en fait, sur quelques heures, en fait, t'as le temps de rien... T'as toujours le temps un peu de choses, mais en fait, c'est pour moi que j'ai arrêté, parce que je me disais, mais en fait... alors, je pense que tout le monde a compris, je parle beaucoup, je parle très vite, mais alors du coup, j'ai un nombre de choses à dire. Enfin, en 15 ans, et d'études, et d'expériences, et d'expériences pro, des histoires et des histoires de technique. Enfin, il y a énormément de choses à dire. Et moi, en une demi-journée, du coup, sur une semaine, je pense que je peux étaler un peu. Et pourtant, je pense que... Voilà, Mais c'est toujours dans la bonne humeur aussi. Enfin, il y a un truc où aussi, on reste un petit atelier. Donc, il y a aussi ce truc où... c'est un peu bien, enfin je sais pas si on peut dire c'est bien mou chez nous, mais tu sais c'est oui tu bascules très vite dans t'as ce truc très humain, en fait. C'est pas un truc les gens quand ils arrivent le lundi matin déjà il y a un moment café, on se rencontre, on discute, c'est un vrai échange quoi, c'est pas juste allez hop au travail, c'est un atelier d'initiation, c'est ça, et puis c'est pas, et en même temps c'est pas ultra militaire aussi, du coup vraiment, tu sais que tu vas apprendre dans des bonnes conditions avec le soutien qu'il faut que tu aies et à ton rythme aussi. Parce que ce qui peut faire peur, moi je pense aussi, c'est de se dire oh là là, il faut arriver là ou il faut refaire ça. Et en fait, c'est pour ça que je pense que sur plusieurs jours, c'est bien. Parce que moi, j'aurais trop le stress en fait, en quelques heures de me dire putain, si je mets un peu plus de temps que les autres, j'aurais toujours ce truc tu vois, de stress. Et là, puis en plus, tu vois, on parlait de la notion du temps au tout début de l'émission. Et en fait, c'est un peu ça. C'est vraiment. Apprendre aussi la patience en prenant le temps vraiment d'une formation qui dure une semaine. Donc je trouve ça très pertinent en fait. Et notamment en broderie, on l'a vu, des fois on a des illustratrices qui viennent, alors ça c'est trop chouette parce qu'elles ont des magnifiques dessins, au final elles passent que 2 jours sur on va dire vraiment la théorie,
Et en fait, très vite, j'ai fait mon dessin, est-ce que je pourrais appliquer les points, et après, tu sens les gens qui ont envie justement d'être plus créatifs parce que c'est plus presque un exutoire où ça va être sympa. Ouais. Et des gens qui viennent et qui vont rester sur le gabarit de points, et qui vont toute la semaine voir point après point. C'est ultra intéressant. Ça, beaucoup moins en tufting parce que le tufting, il faut vraiment aller au bout pour avoir le tapis. Mais la broderie, c'est vrai que c'est assez sympa de voir aussi ce que chacun retient de l'enseignement. Et c'est assez chouette, quoi. C'est trop cool en vrai. Ouais. Je suis en train de... Attends. En fait, ce qui est assez drôle, c'est que en fait, le retour des gens, en fait, on l'a assez rapidement, parce que, outre le fait qu'il faut envoyer des questionnaires de satisfaction à chaud, à froid, toutes ces choses-là, il y a forcément le retour direct des gens qui viennent. Et en fait, le retour qu'on me fait le plus souvent, parce que j'ai quand même souvent la même typologie de personnes qui viennent, et en fait, les gens me disent, mais ça fait longtemps que j'avais pas pris une semaine pour moi. Donc c'est pas... En fait, même quand on est en vacances, on fait les courses, on fait des trucs. Et souvent, alors j'ai quelques personnes qui viennent de Lyon, qu'on a la chance d'être dans la même ville, mais j'ai en ce moment une personne qui vient de Bretagne et une autre qui vient d'Orléans, qui sont là toute la semaine pour du tufting. Donc c'est leur dernier jour demain. Et du coup, quand il y a des personnes qui viennent de loin, souvent elles me disent, mais du coup, j'ai pas mes gosses. Je me suis pris un Airbnb, j'ai un petit budget. C'est vraiment une pause. Ouais, je fais mon truc, quoi. Et du coup, j'essaie de proposer des horaires qui ne s'arrêtent pas après 17h30 pour que les gens puissent aussi aller profiter un peu de Lyon, faire leur truc, faire leur expo, leur petit tour. Et il y a une pause déjeuner, ils ont le temps d'aller faire des petits trucs. Et souvent, ils me disent, mais ça me fait du bien, ça fait longtemps que je n'ai pas fait un truc pour moi. Donc, il y a un petit côté. Et puis moi, j'aime bien aussi parce que j'ai l'impression de prendre soin un peu des autres et à la fois... il y a l'espèce de loterie de la vie qui fait que j'ai vraiment que des stagiaires hyper chouettes qui viennent. Très peu de garçons, donc je continue de genrer au féminin l'emporte. Mais du coup, et vraiment, à chaque fois, c'est des super rencontres. C'est des gens qu'on continue à voir. Il y a Carole qui a fait le petit coucou tout à l'heure. Vraiment, c'est l'exemple trop mignon. de quelqu'un avec qui on a vraiment accroché et qui revient de bon cœur quand elle est dans le coin. On rencontre des super personnes. On rigole. Puis on a les petits chouettes. Ça peut les petits dogos. Je vais changer un petit peu de sujet, mais tu as notamment travaillé pour des maisons de luxe, notamment Hermès. Je vais mettre la vidéo, elle devrait passer dans quelques petites secondes. Comment ça se passe, un projet de cette envergure-là ? Comment le projet il est arrivé ? Est-ce que c'était un bouche à oreille, de l'opportunité, un appel ? Comment ça s'est passé ? C'est un peu bouche à oreille. Alors en fait, littéralement, ce qui se passe, c'est que des maisons de luxe comme Hermès, par exemple, et beaucoup d'autres, ont des bureaux de style dans lesquels ils dessinent, ils conceptualisent un peu tout ça. Et en fait, ils délèguent la production à des boîtes qui travaillent qui font beaucoup de scénographie. Donc ça peut être... je sais pas, pour des défilés, pour de la scénographie, pour des musées, donc fabriquer les stèles, toutes ces choses-là. Et puis, c'est aussi ce genre de boîte qui travaille pour les vitrines. Donc, en fait, c'est des espèces d'ateliers remplis de gens qui savent absolument tout faire, avec des machines. Pour moi, en fait, c'est des lieux assez familiers, parce que ça ressemble vraiment... par exemple, on appelle ça les ADOL, les ateliers de décor de l'Opéra de Lyon, qui sont en périphérie, je ne sais plus exactement où. Mais c'est des lieux immenses dans lesquels... les gars savent faire du bois, du métal, des fresques de 15 C'est ouf en vrai de savoir faire autant de choses. Tout. Alors t'es prêt à tout, quoi. À tout. Peu importe ce qu'on te demande. Ok. Ah non, mais là ils ont construit pour le dernier spectacle des bras robotisés. Vraiment tout est possible. Mais maintenant ça part même dans les métiers du numérique. Enfin vraiment tout est faisable. Et bref, ils savent absolument tout faire. Mais des fois pour les problèmes de temps ou de place dans leur propre atelier ou de savoir-faire, ça leur arrive de déléguer à des ateliers qui sont en capacité de sortir. Les choses et en temps voulu, en quantité voulue et avec la main-d'œuvre qualifiée pour le faire. Donc en fait, pour moi, ça ressemble vraiment à mon métier de costumière. C'est en fait genre, allô, j'ai un problème technique, j'ai besoin d'un couteau suisse textile. Et je suis I'm your man. J'arrive. Et ça, j'adore. Vraiment, les défis techniques, c'est vraiment ce que j'aime bien. Et du coup, en fait, à chaque fois, la plupart du temps, il n'y a même pas de techniques qui sont définies. En fait, il y a un visuel. Il y a des chargés de production qui disent pour moi ça pourrait être ça, tiens on explore des pistes et du coup en fait vraiment on jette un paquet de cailloux quoi. Donc en fait moi je vais faire un échantillon, peut-être qu'en même temps il y a une personne qui fait de la marqueterie de paille qui va essayer de faire le même rendu mais avec sa matière. Je pense qu'on va avoir quelqu'un qui fait de la marqueterie de paille sur cette émission, je vous le dis tout de suite. C'est bien trop intéressant. Non, si jamais je veux bien, écoute j'en ai plusieurs en shortlist, je n'ai pas encore choisi. Si jamais il y en a une qui s'appelle Marika Michelon qui elle est sur ma liste et qui est super adorable et voilà. Eh bien, écoute, je la contacterai de ta part. Je la suis depuis 2-3 ans, je crois. C'est vraiment très incroyable. Et en plus, elle est géniale, elle a plein de choses à dire. Donc...
Parfait. Et du coup, il y a plein de pistes qui sont essayées. Il y en a beaucoup qui aboutissent pas. Ça, c'est des trucs très frustrants, notamment sur les réseaux. C'est quelque chose du coup sur lequel je communique plus. Mais des fois, on passe des semaines à prototyper pour Vuitton, Fendi, et puis après, ça... Moi, je rêverais de faire un musée de tous les trucs qui n'ont jamais été faits. Alors, même en graphisme. Il y a un Elena, nombre de qui est trucs. le pro de l'archivage, me court après pour que ça reste au fond des boîtes. Mais oui, mais c'est trop intéressant, en fait, de voir... Après, j'imagine que tout le monde autorise pas forcément à montrer les recherches. Non, mais après, faisons un musée de l'archive. Ça une base en fait pour des fois d'autres demandes. T'as vraiment des trucs où tu dis ah oui. Moi des fois je vais récupérer des trucs. Bah ouais. Mais ça s'est fait du coup un peu. J'avais fait mon premier tapis, une grande tapisserie pour. Mon frère avait exposé aux Rencontres d'Arles. Ouais. Il avait son expo photo là-bas et il avait fait une très grande scénographie. Assez éclectique avec de tout. Il y avait des grandes structures en métal. Il m'avait demandé de faire une tapisserie. Et en fait, je crois que c'était une des chargées de production du créateur qui s'appelle Diplomate, qui avait fait toutes les structures en métal, avait vu mon travail. On n'était pas plus en contact que ça, mais quand elle s'est retrouvée, elle, à travailler sur un projet de vitrine, elle a entendu parler de broderie. À la pause, elle m'a envoyé un message. Elle me dit je t'envoie un visuel, est-ce que tu peux me faire un échantillon? Il me le faut demain à Paris. Je suis là, Ok. Maintenant, c'est parti. C'est ça, je courais à la poste avec mon truc Chronopost 24 heures. L'échantillon n'est jamais arrivé à temps, la poste. Mais j'ai quand même eu le premier contrat et du coup après j'ai pu retravailler avec eux. Mais c'est trop bien. En vrai, c'est un peu plein de petits, c'est ça. de petits trucs comme ça. C'est très très chouette. Et du coup, c'est quoi le projet le plus dur sur lequel tu as pu travailler? Est-ce que c'est pas celui qui arrive? Ah, du teasing, j'adore. Là, on s'est mis 2 défis qui sont un peu... J'ose même pas en parler. Je suis pas encore sûre du résultat. Non, en vrai, le Hermès numéro 2, là... Ouais. Vraiment big up aux filles qui m'ont aidée, là. J'ai vu qu'il y avait Momo Ringard, notamment. Oui. Ouais. Mais tu la connais? Je l'ai rencontrée sur un marché de créateurs. C'était ma première stagiaire, Momo Ringard, Morgane Le Goff, qui fait de la broderie métallique, qui est venue en stage et en fait ça s'est super bien passé. Et du coup, je continue ça a l'air d'être un petit cœur. Si toutefois, je pense pas qu'elle regarde, mais si toutefois tu regardes. Mais vraiment, mais ça l'est en plus, je te le dis pour l'avoir eu vraiment près de moi pendant un bout de temps, elle est vraiment géniale. Et puis du coup, j'ai pu faire appel à elle et à d'autres artisans du coin, à Claire Ginestou, qui fait de la fleur en tissu, de la fleur en soie et des pastels aussi, Bénédicte, qui est une amie costumière. Enfin bref, j'ai vraiment pu ramener. C'est chouette. En fait, c'est là que le réseau, encore une fois, toi, des gens te font travailler, mais toi aussi, tu ramènes des gens. Et puis moi, en fait, des projets comme ça, ils sont géniaux parce que je sais que toute seule, je peux pas y arriver. Ça m'arrange de pas être toute seule parce que vraiment, c'était compliqué. Et là, ce qui était dur, c'était le timing, c'était tout ce qu'il y allait à produire, En gros, pour des vitrines. Là, il fallait qu'on les livre mi-fin janvier. Et en fait, le prototypage a mis un temps faramineux. Et en fait, on a démarré la production toute fin novembre, début décembre. Donc, il y avait plus de 300 pièces à sortir, dont quasiment toutes les villes en tufting. C'est vrai que je vais essayer de remettre la vidéo. Toutes les villes de France, Mais il y avait beaucoup de villes il y avait des animaux, confondus, tous les petits animaux qu'on voit qui sont recouverts de tissus. Les filles ont monté une équipe de dingue. Voilà, c'était ça. Oula, je suis retournée trop vite. Ouais, ça allait vite. Et du coup, elles ont sorti pas moins de 150 pièces, je crois. Je sais même plus. Enfin, c'était. J'étais pas encore là. Donc il y avait des cartons jusqu'au plafond. On se faisait livrer les cartons de pièces à recouvrir par palette. J'ai découvert ce que ça fait d'envoyer des palettes. Tellement on a travaillé, c'est parti en 3 palettes, quoi. C'était dingue. Et non, les projets énormes qui arrivent, c'est les salons. C'est 2 salons. Ouais, c'est 2 salons. Notamment, c'est pour ça que je suis arrivée à l'atelier aussi, c'était pour redynamiser aussi ce côté-là et se demander ce qu'on pouvait faire aussi pour se lancer des nouveaux défis, notamment. Et donc, on participe aux Places d'Or en novembre, qui est un salon du packaging. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce que ça ferait si on ajoutait la broderie et le packaging, ou la broderie et les mini-vitrines. J'ai très envie de voir. Et voilà. C'est où? C'est à Paris. C'est à l'hôtel Le Meurice, mais je crois que c'est un salon pour professionnels. Je ne sais pas s'il est ouvert aux particuliers. Et c'est un salon qui est je crois qu'il est que le soir en plus. Mais c'est assez c'est niche. Ouais. Mais l'idée, c'est comme j'avais déjà un petit peu travaillé sur des vitrines et que le concept me plaisait bien. Enfin, l'idée de mettre en scène que la surface soit au service de quelque chose qui raconte une histoire et que ça soit pas là tout seul. Je pense que moi, c'est pas mon credo
d'avoir juste une pièce et que ça parle moi j'ai l'impression que c'est jamais assez bien, donc ce côté-là me plaisait. Le seul problème, c'est que jusque-là j'étais toute seule, et du coup moi pour conceptualiser et designer des trucs, je freinais un peu des cas de fer. Sauf que maintenant il y a une deuxième personne et Elena travaille beaucoup en binôme avec mon copain qui s'appelle Pierrick. Voilà. Et du coup, à tous les deux, c'est des espèces de geeks incroyables et des génies du design, de l'imprimante 3D. Ils sont hyper forts dans Elena nous a montré une bague tout à l'heure. Franchement, elle est incroyable. Qui est trop belle. Franchement, j'achète. Et du coup, là, c'est en fait, moi, il n'était pas question que je fasse ce salon. Mais je crois que Pierrick est... Attends, est-ce que c'est le Pierrick dans le chat? Est-ce que c'est le Pierrick? C'est le Pierrick, mais d'accord, il discute depuis tout à l'heure, j'avais pas tilté. C'est lui. Et Pierrick, qu'on voit sur la dernière vidéo d'Elena, avec qui ils ont designé le tapis ensemble. Voilà. Oui, okay. Il est incroyable. Et du petit coup, tapis un peu... Elena et Pierrick ont carrément fait le design de cette pièce. Donc l'idée, c'est qu'on puisse vraiment fonctionner comme un binôme ou un trinôme créatif. C'est qu'eux, ils sont vraiment bons pour modéliser, pour imaginer. Donc on a parlé ensemble de mes inspirations. On a fait des moodboards, ils ont tiré des visuels, ils ont imaginé ça. Et puis après, Et même nous, entre nous deux, on a nos rôles. Parce que du coup, notre objectif, ce serait que dans plusieurs années, on ait notre entreprise. Justement, je le souhaite. Ça a l'air bien parti, ma foi. Ouais, je pense. Vu ce que vous faites déjà. Et notre but, c'est de travailler, en tant que designer, c'est de travailler avec des artisans et justement apporter des choses que les artisans n'ont soit pas appris, soit n'ont pas le temps de faire. Donc, par exemple, aider à développer un concept et mettre en place ce concept. Et c'est ce qui s'est passé. On a développé des thèmes avec Zélia. Moi, je les ai poussés. Et avec Pierrick, on l'a dessiné et lui, il a complètement modélisé pour que Zélia puisse, elle aussi, se projeter dans l'imaginaire qu'on avait créé. On ne dévoilera pas le thème, comme ça laisse la surprise. Mais et c'était ultra intéressant parce que Zélia, elle a sa version avec la broderie. Elle va projeter la broderie. Nous, en tout cas, Pierrick, qui est pas du tout... il a jamais brodé, c'est pas du tout son truc, les choses forcément manuelles. Donc, lui, il réfléchit en surface, pas forcément avec une matière tout de suite, où il a du mal à se projeter. Et du coup, j'essaie de faire un petit peu le pont en me disant, ça, je pense que Zélia, elle peut le faire comme ça. Puis après, on vérifie, on modifie. Et du coup, ça donne un super mélange de compétences. C'est une vraie synergie au sens propre du terme. On entend un peu à tort et à travers maintenant ce mot, mais là c'est vraiment le cas, quoi. Chacun apporte sa pierre à l'édifice et c'est en discutant que vous allez réussir à créer un truc hyper fini. Il y a Adrien qui a dit: le peuple réclame de voir la bague. Est-elle sur le compte Instagram quelque part? Bientôt. Et bien stay tuned. On vous a mis son compte tout à l'heure. Connectez-vous, allez suivre ça. Elle est en finition. Donc elle est incroyable. On a travaillé avec Studio Aldora, peut-être qu'ils regardent. Pour lui faire un petit coucou. Pierrick a mis justement le studio aussi, il en a parlé aussi. Pour lui faire un coucou parce qu'elle a super bien travaillé dessus. C'est assez impressionnant. On lui a donné un modèle, nous, et c'est impressionnant la finesse qu'elle a réussi à avoir. Et je pense qu'elle va sortir d'ici quelques semaines. Je suis en finition de mémoire. Donc, une fois que le mémoire est fini, on monte la vidéo et ça sera bon. Les fameux fins de mémoire. Voilà. Ouais. Donc, d'ici fin octobre, je pense. Voilà. Trop bien. Ah non, mais si, attends, juste, on a le méga truc à annoncer. Oui. C'est que l'année prochaine, au printemps 2025, je me présente au Salon Révélation. Voilà. C'est big en plus, grand palais, Révélation. Trop bien. C'est le gros salon. Et t'as les résultats. Si tu te présentes, t'es forcément pris, parce que je sais pas comment ça fonctionne. Non. Comment peut-on t'aider? C'est déjà validé. C'est bon. Ah, mais c'est bon. Donc tu t'es présenté. Oui, tu t'es dit je me présente. Et ils m'ont dit on te prend. C'est merveilleux ça. Et du coup, trop bien. Ouais, ça c'était un peu genre mais trop chouette. Tu vois, pour voir. Et en fait, non, faut y aller maintenant. Et c'est vrai que oui. Alors du coup, est-ce que vous pouvez expliquer un peu pareil ce que c'est que le Salon Révélation? Parce que moi je connais par Alicia qui m'en parle souvent, mais c'est vrai que tout le monde ne connaît pas. C'est un salon. J'aime bien faire cette explication. Elle le dira en une fois. C'est un salon qui regroupe beaucoup d'artisans, créateurs. On peut même aller jusqu'à artistes pour certains, parce qu'ils ont vraiment une démarche très particulière, très fine, ou avec un matériau qui détourne, par exemple, qui va être
un panel d'artisanat différents. Donc il y a du textile, il y a beaucoup de céramique aussi. Ouais. Enfin, voilà. Ça va de l'objet à la sculpture. Enfin, l'objet, c'est souvent plutôt Objet sculptural. d'art, ouais. Voilà, objet d'art. Mais il y a vraiment pour tous les goûts, tous les styles et toutes les tailles, parce qu'il y a aussi des choses très, très volumineuses. et c'est sur une semaine ou un peu moins d'une semaine, ça. Il me semble que c'est même plus, c'est assez court. Je crois que Voilà. c'est quelques jours, ouais. Et alors, c'est au Grand Palais de Paris. Ouais. Voilà, ça, c'est le petit tips, le petit On truc essaiera en de plus, venir te voir. Voilà. Et du coup, c'est ouvert au public. Là. Et c'est ouvert au public. Il y a une partie qui est ouverte. Il y a une partie presse, il me semble. Voilà, Il y a Ouais. des jours réservés, et puis après... Et en Oui, fait, c'est vrai que ça doit peut-être durer une semaine avec les C'est parties ça. presse, peut-être. Et ce qui est aussi intéressant dans ce salon, c'est qu'on partage. Alors certains arrivent à payer un stand en entier, parce que c'est comme un salon assez coûteux. Enfin, c'est très prestigieux, donc c'est coûteux. Ouais. Et sinon, on divise en fait les espaces. Et donc, là, nous, on est en contact avec les artisans avec qui on va exposer. On a nos colocs. Voilà, nos colloques de stand. stand. Et souvent, il y a des gens qui s'amusent et qui vont me matcher un peu leur savoir-faire, qui vont soit faire une pièce en collaboration. Puis ou c'est alors dur parce il faut quand même présenter les choses, donc Ouais. il faut que tout match. Donc ils organisent un truc assez chouette, c'est pas un speed dating de C'est créateurs. tellement bien. Et en fait, quand on se présente. Parce que là, vous les connaissiez pas, par exemple. Non. Alors moi, Ah, j'ai c'est trop suivi bien. leur travail. En fait, je vais travailler avec un duo de céramistes qui s'appelle Rousse Céramique, qui sont basés juste à côté de Paris, Fontenay. Je dis pas de bêtises, je suis allée les voir, mais j'ai perdu le nom de la ville. Et en fait, moi directement, j'avais dit, pour une première participation, je me vois pas prendre un stand seul. Et du coup, j'avais dit que je voulais partager mon stand avec quelqu'un. L'amie avec qui je voulais le faire a pas été prise. Et du coup, je me suis retrouvée orpheline. Donc je lui avais dit, mais si je le fais pas avec ma copine, je le fais pas du tout. Et en fait, ils m'ont dit, non, en fait, on organise un visio. Donc il faut préparer une petite présentation en 4-5 minutes. Et en fait, on va faire une visio avec tout le monde en même mais temps. c'est trop bien ça, en vrai. Tout le monde passe. Et puis après, on a une liste avec tous les contacts. Et en fait, quand ils ont envoyé la liste en amont, je vois Rousse Céramique. Et en fait, je les ai vus à Révélation l'année dernière. Je les ai vus plusieurs fois à Maison et Objets. Ouais. J'avais déjà discuté avec elles et j'avais déjà vraiment accroché avec leur travail. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me souviens avoir dit à Elena, mais moi, je vais même pas y aller. Moi, je veux elle ou je veux rien du tout. Après, j'ai dit à Zélia, attends, Calmons-nous. on va regarder tout le monde. Mais direct après, on dégaine les mails, il n'y a pas de souci. Et moi, du coup, ils sont tous géniaux. Mais moi, je veux Rousse Céramique, c'est pas possible. Et en fait, je leur ai Et puis quand t'as un coup de cœur comme ça. Et puis alors moi quand j'ai une idée en tête, c'est vraiment pas ailleurs. Bah, comme Elena, tu rentres. T'es polie mais tu rentres. Bonjour, Je crois que j'ai un peu forcé, j'ai envoyé un mail, elles ont pas répondu, je disais s'il vous plaît. Et puis en fait je suis allée les rencontrer et finalement. Et nous en plus c'est notre premier, donc on est un peu stressé parce qu'on sait pas. Et en fait on se rend compte que les gens qui l'ont déjà fait, ils sont en mode oui, il y a le temps, on a le temps de T'inquiète. Nous, on est en mode il faut qu'on sache à quoi aller. Non mais parce que sinon on peut pas développer la pièce, on peut pas. Enfin voilà. Et en fait il y a des gens qui c'est la 2e, 3e année qu'ils le font et ils sont plus. Oui, déjà ils reviennent. Oui, c'est comme les enfants qui refont des enfants. C'est Je me dis, que... bon bah c'est qu'il y a un moment. Je trouve que c'est un salon international. Il y a vraiment des gens de partout qui viennent. Il y avait une nana du Ah, je savais pas que c'était international par contre. C'est international. Je savais Il y que a la plus de renommée était Français, internationale, mais mais je savais pas qu'il y avait des gens. Sur les présentations, il y avait des Brésiliens, des Espagnols. Ok. Il y avait vraiment, il y a toute origine et tout, et du coup c'est assez cool aussi de pouvoir rencontrer d'autres créateurs ou artistes dans ces domaines-là et de se rencontrer. Après il y a des grands noms parisiens qui y vont, comme Lucie Touré, enfin voilà, des gens c'est pareil qu'on rencontre pas forcément facilement, donc c'est aussi une manière de faire un petit point sur l'artisanat, et ça c'est assez chouette quoi. Rencontrer les stars. C'est vous les stars. Mais pour moi, t'es un peu une star sur Lyon et tout. Genre non, franchement. Mais moi aussi je lui dis mais elle tu es trop humble. Ça doit être ça. Moi quand on me dit genre vraiment quand je savais que je voulais faire du coup une émission sur la broderie. Et en fait, ton nom, c'était le premier de la liste, mais genre un peu, tu vois, tu disais pour Rousse, c'était ça ou rien. Et moi, c'était un peu pareil, c'était que en fait, je connais ton nom depuis assez longtemps. Et j'étais en mode, en fait, c'est avec Zélia que je voudrais faire cette émission parce que, je sais pas, pour moi, tu étais la plus intéressante et légitime pour en discuter. Et le fait que tu aies fait les formations, je me suis dit, ok, ça va être trop bien parce que tu vas savoir en parler, etc. Donc, je suis très contente. Mais moi aussi, nous aussi. Il me reste une bonne question. Après, on passerait aux mini-questions. Et après, on passera à la chronique. On est un tout petit peu en retard. Mais en même temps, c'est passionnant. Donc, non, mais en vrai, c'est juste que j'avais beaucoup de questions en plus. Mais du coup, le dernier truc dont je voulais parler, c'est que tu as fait 2 livres qui ont été édités chez Marabout. L'un sur la broderie et l'autre, du coup, sur le sashiko, qui est plus récent. Comment ça s'est passé avec les éditions ? Est-ce que tu as été assez libre d'ailleurs dans la direction, dans l'écriture ? Est-ce qu'eux, ils t'aident ? Est-ce qu'ils te donnent un peu
une trame. Comment ça se fait un livre comme ça? Comment ça se fait? J'avais été contactée à l'époque. Alors en plus ça a traîné un petit peu parce que j'avais été contactée avant le Covid. Du coup c'est un projet qui a traîné mais qui aurait pu être fait plus rapidement. En fait on m'a contactée déjà avec une thématique de livre. Ils connaissaient mon travail et en fait chez Marabout, ce type de livre, en fait, ils sortent assez régulièrement des livres. Donc c'est un peu... moi, après coup, je le vois avec un œil un peu surconsommation, quoi. C'est quand même un peu... En fait, on n'en sort pas beaucoup d'exemplaires et assez rapidement, ça passe de mode. Donc Il y a Fantomiette qui a le tien sur la broderie Jungle. Et bah voilà, ça c'est le premier. Et en fait, c'était encore assez en vogue la broderie végétale. La broderie végétale, et du coup, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, en fait, en gros, voilà le cahier des charges, on cherche quelqu'un pour écrire un bouquin. En fait, c'est juste qu'il y a eu vraiment la mode de la broderie dans le tambour. Un petit peu... Mais en fait, tout le monde ne faisait que de la broderie sur fond blanc. Et ils m'ont dit, mais en fait, ça change parce que donc, vraiment, ça tenait pas à grand-chose. C'est juste, on m'a dit, mais t'es la seule qu'on voit qui fait des choses un peu colorées. À l'époque, j'étais encore là-dedans, donc vraiment de bon cœur, je leur ai dit, bah écoutez, là, si vous voulez de la jungle et des fonds colorés, je pense que ça va aller. Et en fait, là, j'étais quand même assez drivée. En fait, on m'a envoyé ce qu'ils appellent un chemin de fer. Donc, en fait, un chemin de fer, c'est un livre... c'est juste, il manque les textes, quoi. Il y a des faux titres, mais il y a un nombre de pages définies, des corps de texte définis à pas dépasser. C'est un peu un livre à trous, quoi. Et donc, on m'a dit, en fait, ces livres-là font toujours tant de pages, donc il nous faut tant de projets. Les explications, en fait, ils les ont déjà. Donc, c'est toujours les mêmes explications de comment on fait un point qui ressortent d'un bouquin à un autre. Et du coup, moi, quand on m'a dit ça m'a un peu fait paniquer. Donc, j'avais quand même réussi. Mon éditrice était vraiment super. Et du coup, je lui avais dit, mais en fait, moi, les instructions que vous donnez pour broder ne sont pas du tout ce que moi j'utilise. Voilà. Donc, celle qui a le jungle peut se marrer un peu en allant lire les trucs parce que j'ai mis des petites blagues dedans. En fait, j'ai tout réécrit. C'est vrai qu'ils disent de pas faire de nœuds. Moi, quand j'apprends à des débutants, bien sûr, je leur dis faites un nœud parce que sinon ça va s'enlever. Donc, il y a plein de fois où il y a écrit ne criez pas si vous êtes vraiment un aficionado de la broderie. Je vais vous dire de faire des nœuds, mais j'ai essayé d'amener un peu quelque chose de différent là-dedans. Mais c'est chouette que tu aies demandé justement ça, parce que je pense que c'est aussi ce qui fait que c'est un peu plus humain aussi à l'intérieur. Peut-être, mais je sors du truc un peu trop robotique, pas trop quelle liberté j'avais. Donc, comme d'habitude, je toque sur les bords pour voir. Et du coup, on m'a laissé un petit peu de liberté, mais j'ai pas osé trop en prendre. Après, il y a eu le shooting photo où en fait, je me suis rendu compte que là, ça m'échappait un peu. C'est que c'était pas exactement... Enfin, je pense que la photographe avait des directives aussi, mais je me suis laissée... En fait, j'ai pas osé intervenir du tout, et je me suis dit, mais j'ai l'impression de... Je sais pas, ça m'échappe beaucoup trop ce truc, et finalement, je suis pas sûre que ça me ressemble vraiment. Et en fait, il était à peine sorti qu'on m'a dit, est-ce que tu veux en refaire un autre? J'ai dit oui, mais je fais ce que je veux. Je veux toutes les pages blanches. Vous me donnez le nombre de pages parce que voilà. Mais je lui dis, je choisis les typos. Vous ne me mettez pas n'importe quoi le truc là. Je réécris tous les textes. Je choisis la photographe. Et du coup là, pour le coup, le livre Sachiko. Alors sauf au dernier moment, ils m'ont rajouté 3 petites fleurs là, sur le ventre. Et du coup, ce qui compte énormément, c'est qu'au-delà de tous les projets que j'ai faits, la photographe, c'est Chloé Lapessoni, qui est une de mes plus chères amies, qui est une photographe lyonnaise, avec qui on a fait tout le shooting photo, on a fait tout le stylisme ensemble. On était toutes les deux, on avait loué le studio quotidien pour l'occasion. Merci Nessa, coucou Nessa. C'est elle qui a fait ton logo. Et c'est elle qui a fait mon logo, Lyon, vraiment. Et du coup, et en fait, j'adore beaucoup ce livre parce que je l'ai fait quand même, il faut le dire, en parallèle je venais de sortir du tournage de Domestica. Et j'étais en train de faire mon premier Hermès toute seule. Et j'ai sorti ce bouquin-là. Et en même temps, j'ai déménagé après une peine de cœur terrible. Et en fait, vraiment, ce bouquin-là, je ne sais pas comment il est sorti, mais il est sorti. Il est sorti. Et avec le talent de Chloé, il est génial. Et est-ce que rapidement, tu peux expliquer ce que c'est que la technique du sashiko? En fait, le sashiko, c'est vraiment un art ancestral japonais textile qui, à la base, est vraiment une base de raccommodage quand on a des vêtements qui sont troués. À la base, c'est plutôt... Alors vraiment, quand on cherche dans l'historique, en fait, il y avait vraiment des histoires de caste et de classe sociale. Et en fait, les personnes les plus pauvres n'avaient pas le droit de porter certaines couleurs et surtout n'avaient le droit d'en porter que certaines, dont les couleurs à l'indigo, le bleu, le gris, le noir. Et les personnes, quand elles travaillaient au champ, par exemple, ou qu'elles avaient des vêtements de travail,
Donc c'était historiquement déjà des vêtements qu'ils pouvaient porter. Quand il y avait des trous, c'était pas comme maintenant, on le jette, on le raccommode. Donc en fait, au début, pendant très longtemps, ça n'a pas été un artisanat, c'était juste du raccommodage. Ouais. Donc, je crois qu'il n'y a même pas vraiment de date de début de sashiko. Au bout d'un moment, ils ont commencé à garder des pièces parce qu'elles sont devenues de plus en plus belles et puis elles se sont gorgées de motifs, de géométrie, de symboles et elles sont devenues un peu comme les blasons d'une famille. Donc c'est vraiment un art qui s'est construit petit à petit. Au début, c'était une nécessité et c'est devenu quelque chose d'autre. Et en fait, c'est un art qui s'est un petit peu perdu avec l'industrialisation et puis l'industrie textile parce qu'on n'avait plus besoin de réparer les vêtements mais qu'on s'est mis à les remplacer quand ils n'étaient plus viables, quoi. Et en fait, grâce un peu à toute la mode du retour des années textiles dans les années 70-80, c'est un peu revenu au goût du jour. Et moi, c'est une technique que j'ai découverte un peu par hasard parce que je suis passionnée de teinture végétale. Ouais. Donc, je suis partie en 2019 avec ma meilleure amie. Il y a eu un épisode là-dessus, d'ailleurs, si vous voulez aller voir sur YouTube avec Sandrina. Ouais. Et on est parti un mois au Vietnam pour apprendre à faire de l'indigo dans les montagnes juste à côté de la frontière chinoise. Et j'aimerais en fait, et pendant le confinement, je continuais à chercher des choses sur l'indigo, et puis broderie plus indigo égale sashiko. Donc je suis tombée dessus complètement par hasard. Et puis voilà, confinement, moi toute seule chez moi pendant 2 mois, donc les hyper focus de broderie, vraiment c'était du tunnel. Et un jour j'ai commencé un sashiko à 16h et j'ai terminé à 8h du matin, les yeux comme ça, j'avais pas bu, pas mangé, j'étais dans le noir, dans le silence le plus total et j'ai plus jamais arrêté. Mais c'est chouette le rendu. Je retrouve pas la photo là, en question, mais c'est vrai que du coup les gens pourront voir sur ton compte. Il y a quand même pas mal de photos et c'est très très beau. C'est très, je sais pas, c'est doux. J'aime beaucoup. Plus que... on va passer aux petites questions hyper rapides. Est-ce que vous êtes prêtes ? Oui. Broderie ou tufting ? Broderie. Musique ou silence ? Musique. Monochrome ou multicolore ? Multicolore. Ah. C'est sûr, je peux te répondre à ça. Moi aussi. Tissu ancien ou perle précieuse ? Perle précieuse. Oh, perle. Ouais. Ok. Apprendre ou transmettre ? Les deux. Ça va pas, l'un va pas sans l'autre. Désolée. Ok. Enfin, là, actuellement apprendre, mais j'ai hâte de transmettre aussi. Moi, j'apprenais la semaine dernière et je transmets cette semaine et les deux me vont très bien. Passé ou futur ? Futur. Ouais, futur. Artiste ou artisane ? Artisane. C'est pour ça qu'on est bien. Mais oui, j'aime bien ce duo, il est dynamique. Observer ou faire ? Faire. Avec toi, observer, mais en temps normal, faire. Parce que c'est beau quand c'est Célia qui le fait. C'est beau. Wow. Parisienne ou lyonnaise ? Lyonnaise. Et enfin, écouter ou parler ? Parler, ouais. Mais je vais essayer de m'améliorer. Mais c'est bien aussi, moi j'aime bien. Écoutez, en plus, on est sur une émission où c'est le but. Oui. Donc écoutez. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces petites questions. On arrive sur une fin d'émission, messieurs, dames. J'espère que ça vous a fait plaisir de parler de votre métier. J'aurais pu faire continuer cette émission encore très longtemps, pour être tout à fait honnête, parce que j'avais encore plein d'autres questions dans ma petite tête. De notre côté, on se retrouve le premier jeudi du mois de novembre. Je ne sais plus combien on sera, le 4, le 5, je ne sais plus exactement. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager l'émission, à aller voir le travail de Zélia et de Elena sur Instagram. Bisous. Bisous.